Bonjour David, Bonjour. comment ça Bonjour va? à tous les twittos, les twittas. Ça va bien, ça va bien. Ça va, alors tu vas répondre à des questions de Twittos. Ben, j'accepte. Je Voilà, suis là, c'est pour ça. avec Charlie. Avec Charlie, mon chien, qui me suit. Je l'ai amené au cas où il n'y ait pas assez de questions. Voilà, il serait là, il visite. Voilà. Alors la première question est justement pour Charlie. Question de Barbara. Ouais. Ton meilleur copain de jeu ne s'appellerait-il pas Jedi? Eh ben non, figure-toi, parce que Barbara, je réponds à Barbara, hein, je regarde bien la caméra. Barbara, en vérité, Jedi c'est le copain Jedi, c'est le chien de Guy Birenbaum. Charlie c'est le mien. Je vois souvent Guy, mais sans son chien. Mais nous avons le projet d'une rencontre au sommet entre Charlie et Jedi. Et j'espère qu'elle aura lieu bientôt. Je lance un appel à Guy Birenbaum. Il faut que nous allions promener les chiens ensemble, Guy. Voilà, je pense que j'ai fait une réponse assez précise là. Alors, Bratislabat, quand David Abecker fait cascade tous les week-ends, est-ce qu'il ouvre la fenêtre juste après? Si j'ouvre la fenêtre, si je fais cascade tous les week-ends, est-ce que je crois que je n'ai pas compris la question, mais c'est une spécialité de Bratislabat. Il y a peut-être un jeu de mots ou un truc qui m'a échappé. Il va être hyper déçu, je pense, parce Ouais. que c'est un spécialiste de la question un peu biscornue. Alors, une question de Time to Sign Off. Ouais. La seule question, cette barbe, David Abecker, on en parle? Bah écoute, oui, il faut dire la vérité. Alors, moi, je me suis fait pousser la barbe en raison d'un deuil et du deuil de mon père. Et donc, voilà, je garde la barbe un an et peut-être après, je la raserai. Ah Alors, une question de Virgin Radio, ah, ouais. nos voisins. Tu es plus YouTube? Non, c'est pas YouTube. YouTube ou Madonna? Je suis plus U2. U2, c'est vraiment le groupe de l'adolescence, quoi. J'habitais Marseille et il venait de sortir l'album Live, qui est un album où il y avait 8 chansons. Et donc U2, c'est vraiment l'ADN de mon adolescence. Voilà. Alors maintenant, c'est un grand groupe mondial, machin, mais à l'époque, écouter U2, c'était un truc, quoi. C'était la New Wave. C'était autre chose. Il y avait quelque chose d'épique chez U2, de pas sombre, parce qu'on était quand même dans des années New Wave un peu froides, un peu Cure, un peu gothique, un peu machin. Et U2 est arrivé là avec des mélodies et un propos plus héroïque. Il y avait un côté rock héroïque chez U2 qui me plaisait bien. J'aimais bien le côté positif. Voilà. Alors, une question de Garance. Aimez-vous ce surnom de touche à tout? Touche à tout, ben en fait, touche à tout, c'est grâce à Europe 1 parce que moi, je suis arrivé de France Info à Europe 1, j'étais un peu étiqueté Internet, et puis Europe 1, j'ai fait un peu de tout. J'ai été chez les experts avec Elena Morna, j'ai été chez Poincaré le soir, j'ai fait Joker, j'en ai remplacé, j'ai remplacé l'année dernière, il y a 2 ans, Natacha Polony dans la revue de presse, j'ai fait évidemment des clics et des claques avec Guy, et donc... et donc voilà, j'ai touché à tout, mais touche à tout, c'est un peu sans étiquette aujourd'hui. Et puis il y a aujourd'hui cette arrivée demain. Donc effectivement, j'aurais tout fait à Europe 1, quoi. Sauf la météo, mais pourquoi pas. Alors, ce n'est pas une question, mais on voulait quand même te soumettre cette remarque de Pierre. Ouais. Passionnant Zizi the Kid que j'ai dévoré cet été. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah, Zizi the Kid, c'est un livre de souvenirs d'enfance que j'ai écrit en 2010. Et en fait, c'est des souvenirs. C'est la façon dont un petit garçon découvre les choses de la vie, la sexualité, la sensualité, le corps, les filles, et même la sexualité des animaux. Enfin bon, c'est les premiers pas dans cet univers-là qu'on fait généralement entre 6 et 12 ans. Après, il y a la puberté et d'autres problèmes arrivent. Et donc, ouais, c'est un livre de souvenirs romancés qui a pas trop mal marché. Et il y a même une comédienne qui m'a contacté pour essayer de l'adapter au théâtre. Et elle m'a envoyé des mails toute l'année dernière. J'ai répondu oui, on va se voir. Et puis l'année dernière, pour moi, était compliquée avec le décès de mon père. Et donc, je vais la recontacter cette année. On va voir ce qu'elle peut faire de Zizi the Kid. Pourquoi pas. Alors ça, c'est une question que la rédaction voulait te poser. Hmm. De quel follower es-tu le plus fier sur Oh Twitter? là 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 là. Bah, comme il y en a beaucoup, je vais faire des jaloux. Non, il y a un truc qui m'a étonné au début de Twitter, quand tout commençait et que voilà, on était un peu en avance parmi les journalistes qui s'étaient abonnés. C'était avant même l'affaire Strauss-Kahn. Je me demande si... non, c'était après, mais quand le président de la République a suivi mon compte.
Ça, oui. Alors, je ne vous dirai pas si c'était le précédent ou l'actuel, mais quand vous êtes sur Twitter avec le président de la République, et là, je parle de l'institution, je ne parle pas de la personne, mais de l'institution vous suit, c'est comme... voilà, je ne dirais pas que c'est une reconnaissance, mais c'est rigolo, quoi, d'avoir parmi ses abonnés un président de la République. Maintenant, il faut viser Obama, c'est plus dur. Alors, une autre question de Brassil Labatte, parce qu'elle est drôle. À l'époque de DCDC, étais-tu consterné ou amusé par les questions pas sérieuses Attention, le chien va sortir. Non, toutes les questions étaient marrantes. Et je me souviens qu'à l'époque de Déclic et des claques, Bratislabat ne posait pas que des questions tordues, il posait aussi des questions très fines, intelligentes. Donc il y avait tout, et Déclic et des claques, c'était un mésé, quoi. C'était un petit bazar numérique. Et voilà, toutes les questions étaient bienvenues. Il y en a plein qui disent il faut que Déclic et des claques reviennent. Mais moi, je crois pas. Je prends toujours un exemple. Alors là, vous allez me trouver orgueilleux, mais le tribunal des flagrants délires sur France Inter, émission culte de la radio, ça a dû durer 3 ou 4 ans, grand maximum. Et même, il y a eu une interruption. Ce qui veut dire que vous avez des émissions qui marquent et qui laissent une trace et elles n'ont pas besoin de durer 25 ans. Voilà, donc Déclic et des claques, si c'est devenu une émission culte pour certains, tant mieux, on s'en souviendra avec beaucoup de bonheur. Moi, quand je revois Guy et Laurent Guimier, Agnès Léglise, Élise Pressac, pour ne citer que, ou Nicolas Caro, on se souvient de Déclic et des claques comme de joyeuses vacances. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est pas la peine de ressasser, machin, revenez et tout, c'est un truc de gâteux. Moi, j'ai pas envie de regarder derrière, mais j'ai des bons souvenirs. C'est ça qui compte. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande ce que tu penses du TAFTA et des barrières douanières. Une question un peu plus sérieuse. Ah la vache. Les barrières douanières. Des barrières non douanières. Problème des barrières non douanières. C'est un sujet compliqué. Je passe. Tu passes. Ouais. Alors... tu sais que Europe 1 est la radio de Star Wars. Est-ce que tu es un fan de Star Wars ? Je suis pas un fan inconditionnel. J'étais fan quand j'étais môme. Non, je suis pas un fan inconditionnel de Star Wars parce que j'aime pas le côté fanatique. Je ferai pas la queue pour voir le film. J'ai pas de gadget chez moi. Je suis pas dans l'adoration absolue de la série. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se passe le relais entre générations. C'est comme certains films de Walt Disney. Voilà, et je trouve assez marrant que des parents emmènent leurs enfants et leur transmettent cette pop culture. Je trouve ça rigolo, ça crée du bonheur et c'est ça qu'il faut. Maintenant, je suis assez curieux de voir la réalisation du 7e volet parce que le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, explique qu'il n'a pas voulu faire que des effets spéciaux numériques et qu'il a voulu renouer avec le côté, pas bricolé, mais le côté vintage des effets spéciaux. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Peut-être ce sera aussi bien que le Mad Max, ouais, que la suite de Mad Max. Alors, une question de RFM. Quel est ton artiste préféré parmi la playlist ? Alors, sur RFM, il y en a une que j'ai repérée. Moi, c'est Adèle. J'aime beaucoup Adèle. Je trouve que c'est une artiste intéressante, avec un vrai sens de la mélodie, charismatique, tout ce qu'on veut. Puis elle a une voix incroyable, puis elle fait tout. Donc, vive Adèle sur RFM. Question de la rédaction qu'on voulait te poser. Quels sont les 3 comptes incontournables à suivre sur Twitter ? Eh bien ça, je pense que c'est une question impossible. Il est impossible d'y répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de compte incontournable sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le propre des réseaux sociaux, c'est qu'on suit ce qu'on a envie de suivre et il n'y a pas de normes. Si vous êtes un amateur de Bermuda, de fourmis rouges et de séries bulgares, eh bien vous allez suivre les 3 comptes incontournables de ceci ou de cela. C'est pareil. Cela étant dit, pour moi, c'est des comptes d'infos. Le compte du Monde, c'est un compte qui me paraît important. Libération, certains hommes politiques. Et en même temps, il me semble que certains comptes rigolos peuvent servir voilà, ce sont récréatifs. Donc voilà. Mais je fais plus attention aux comptes de sites d'infos. Cela étant dit, hier, le faux compte de Nadine Morano a tweeté un truc assez marrant. Salut, c'est Rémi. Rémi comment ? Rémi en examen. Ça, j'ai trouvé ça drôle. J'ai ri tout seul chez moi. Voilà.
Question de la rédaction. Tu regardes Instagram avant ou après être sortie du lit? Pendant que je suis au lit. Pendant que je suis au lit. J'adore Instagram parce que c'est un média muet. C'est un média doux. Enfin, quand je dis un média doux, c'est-à-dire c'est un réseau social où c'est pas l'empoignade, c'est pas un média violent et polémique. Et je trouve que de temps en temps, les images, ce que voient les gens, ce qui compte dans leur vie, c'est des choses assez douces qui n'appellent pas à commentaires. Je trouve ça pas mal. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu, on a demandé à Angel Phoenix, qui est une youtubeuse, de venir nous voir ici. Est-ce que tu la connais? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène des youtubeuses? Il y a eu un bad buzz il y a quelques jours à propos d'une recette qu'elle a faite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as réagi? Enjoy Phoenix, c'est Ouais. une jeune fille qui donne des secrets de beauté, c'est ça? Elle c'est teste ça. des produits de beauté. Bah, c'est le phénomène youtubeur. Il est là, il dit quelque chose de la jeunesse, de son rapport à l'image. Il dit aussi quelque chose de ma petite entreprise. C'est ça que moi qui me fascine chez les youtubeurs, c'est qu'ils sont, c'est des auto-entrepreneurs, en herbe. Et certains réussissent très bien. Donc c'est ça que je vois. Ensuite, Enjoy Phoenix, on peut vivre sans, mais je trouve que le phénomène est intéressant parce que ça doit être assez passionnant pour ces gamins de se dire, bah, tiens, dans ma chambre, avec une webcam et un petit site, j'arrive à me faire de l'argent de poche, je paye mon studio. Voilà, elle a créé son petit commerce, quoi. Et ils sont nombreux dans ce cas-là. D'accord, pour toi, c'est un phénomène qui vient juste de démarrer, en fait. Les youtubeurs non, ça fait, je me souviens, il y a un gars à Montpellier, j'ai oublié son nom, qui fait des vidéos depuis des années, il a des millions de vues. Comment il s'appelle? Il a fait des trucs délirants, il est très politiquement incorrect. Son slogan, c'est n'importe qui peut devenir n'importe quoi, ou on peut devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est quand même un phénomène qui commence à dater. Voilà. Et puis, je crois que les youtubeurs, surtout, ils ont mis un coup de pied au cul à la télévision. Ils l'ont inspiré. Tout le monde a envie d'avoir son youtubeur aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un phénomène qui permet d'informer des gens plus âgés de ce qui se passe dans les goûts et les couleurs de la jeune génération. Alors, question de Thomas. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à la profession de journaliste? Le rythme. Je pense que de la même façon que les chaînes d'infos en continu avaient marqué et continuent à marquer une accélération du rythme de l'information, les réseaux sociaux accentuent, entretiennent, accélèrent ça pour comment dire, il y a quelque chose d'effrayant. Je veux dire, il y a quelque chose d'effrayant parce que ça s'arrête plus. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une émission sur Europe 1 où on fait le point. On s'arrête sur 2 ou 3 événements marquants de la semaine. Mais parfois, je me dis, est-ce que ma première question n'a pas déjà 150 ans? Est-ce qu'elle n'est pas déjà old, sachant que les réseaux sociaux continuent à polémiquer, que des informations continuent à arriver, relayées par les réseaux sociaux qui ne créent pas, qui ne fabriquent pas l'information, mais ils l'accélèrent. Et on a le sentiment que si on se pose à un moment donné et qu'on dit, bon, on arrête, la prochaine question, ce sera pour demain ou après-demain, on a déjà du mal à comprendre ce qui s'est passé cette semaine, on a l'impression que ce n'est pas possible parfois. Donc il faut savoir freiner, fermer la boîte et puis approfondir ce qui mérite de l'être. Alors, une question de Louisa. Que pensez-vous de la radio filmée? Est-ce que vous êtes d'accord avec François Rollin, qui est carrément contre? La radio filmée, c'est pas essentiel. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que mon émission à moi, elle n'est pas filmée. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il me semble que la radio filmée, c'est bien quand il s'est passé quelque chose de très important. Alors, dérapage, annonce particulière, scandale, parce que ça permet d'avoir la caméra témoin d'un événement qui dépasse de loin la radiodiffusion. Et donc, de ce point de vue-là, la radio filmée, elle dit, bon, ben voilà, ça s'est passé dans ce studio, voilà l'image, vous avez eu le son, vous pouvez voir la vidéo. Alors ensuite, il y a la question des usages. Est-ce que les gens écoutent la radio ou est-ce qu'ils la regardent aujourd'hui? Pour ma part, moi je me réveille toujours avec un radio-réveil. J'ai toujours une radio dans la salle de bain, une autre dans ma chambre, une autre dans ma cuisine. C'est des stations différentes. Et voilà. Si je commençais à avoir des télés branchées, ou des ordinateurs branchés sur des radios, peut-être que j'arrêterais de me brosser les dents. Donc pour l'instant,
je comprends que les radios veuillent préempter le territoire de l'image parce que de plus en plus, les gens plébiscitent l'image, ils veulent de la vidéo, ils veulent de l'invité du matin en vidéo, mais dans sa grande majorité, l'audience de la radio, dont je rappelle qu'elle est aussi en voiture, beaucoup en déplacement et en mobilité, cette audience-là est une audience d'écoute. C'est pas nécessairement une audience d'image où il faut regarder tout le temps. Et puis il y a un charme, enfin moi je persiste à dire qu'il y a un charme à écouter la radio et pas simplement à la voir. Alors c'est quelqu'un qui a fait de la radio filmée qui vous dit ça, mais si on en reste au charme du métier, au charme de la radio, je trouve que c'est assez... c'est important que la radio ne devienne pas le prétexte à faire que des images. Alors là, pour le coup, on est foutu. Si on fait ça, on est foutu. Donc que les images viennent filmer ce qui s'est passé dans la radio et qu'on ait une trace de choses importantes qui méritent d'un scoop, ou ne serait-ce que pour relayer le scoop d'une radio à la télévision, c'est bien d'avoir de la radio filmée. Si demain les radios se mettent à faire des chaînes de télé, de toute façon, elles iront vers autre chose. C'est-à-dire que je vois mal la radio avoir un succès phénoménal avec des caméras qui soient la main courante de ce qui s'est passé dans le studio. À un moment donné, les radios, elles devront choisir, soit se dire, bon, ben, on va faire une vraie chaîne de télévision parce que les canons de la réalisation nous amènent vers ça, et donc il faut filmer mieux, réaliser, etc., maquiller les invités, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça qui anéantira le média radio. En tout cas, moi, je suis convaincu que le sonore, l'audio, a encore de beaux jours devant lui. Et dernière question, est-ce que tu te souviens de ton premier tweet ? Absolument pas. Absolument pas. Je me souviens pas de mon premier tweet, mais je me souviens des 2 personnes, parce que je les fréquente encore, qui m'ont dit, va sur Twitter, tu vas te marrer, c'est rigolo. Il y avait Emery Doliger et Guy Birenbaum, et ils m'avaient dit, inscris-toi sur Twitter, tu devrais. C'était il y a 6 ans, ça a fait 6 ans cette année. C'était le 16 juin 2009, Ouais. à 6h49 du matin, et c'était « J'y suis ». J'y suis. J'y suis. Bah voilà. Voilà. Et tu as été, J'aurais pu à faire mieux. l'époque, Non, c'était vrai, c'était la vérité. retweeté par une personne Voilà. qui était une vendeuse de fromage. Alors, ce que j'aimais à l'époque, une vendeuse de fromage, mais tant mieux. Ce que j'aimais à l'époque, c'est qu'on arrivait sur Twitter, et vous savez, c'est comme quand vous arrivez au sommet d'une montagne, vous vous demandez s'il va y avoir de l'écho. Ohé, comme ça. Et puis, soit il y a ohé qui vous répond, soit personne. Il y avait un côté... comme si on parlait dans une barrique qui était vide. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. La boîte de nuit est pleine. D'accord. Merci David. Un petit Merci mot à quand vous. même pour les tweetos. Ben, je les embrasse. Je leur remercie de leurs questions. Sur TAFTA et sur les barrières douanières, on ne peut pas répondre à une question comme ça, paf, zou. C'est pas possible. Il faut étudier le sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc... sur un sujet aussi sérieux, joker. Et on te retrouve samedi. Samedi dans Cascade et dimanche de 9h à 10h pour des sujets sérieux. On parlera des migrants, on parlera de l'impôt, d'économie. Voilà, je vous donne le sommaire. Et de quoi on va parler d'autre ? Du bouche à oreille, qui est encore très important par rapport à la prescription d'Internet et des autres médias. Donc ce que se disent les gens. Et puis on aura Yann Arthus Bertrand qui viendra nous parler d'Human. Ça c'est samedi. Dimanche, c'est un autre jour.